la plus 5, en quelques heures de manip, on arrive, depuis Paris, sur un toit, à mesurer ce qu'avait mesuré Penzias et Wilson dans les années 60. On arrive à montrer que le ciel est brillant, quelle que soit sa direction, et qu'il y a une émission résiduelle qu'on ne peut pas attribuer ni à notre atmosphère, ni à la galaxie, mais à quelque chose d'autre. Et donc, on observe le fond cosmologique aujourd'hui avec une manip à 200 €. Bon, c'est quand même 40 ans après le prix Nobel, enfin 40 ans après la découverte de Penzias et Wilson. Ça, on le fait. Et ce que je mentionne, c'est que le fond cosmologique, alors que je mentionnerai souvent comme CMB, Cosmic Microwave Background, donc c'est le terme anglais pour le fond cosmologique diffus, ce rayonnement est finalement très brillant, relativement. Il faut quand même intégrer plusieurs minutes, faire un traitement assez spécial, mais on y arrive avec une manip relativement rudimentaire. Donc ça, on est assez content de cette manip, les étudiants. Alors la petite histoire de l'univers est celle-ci, telle qu'on la comprend aujourd'hui. Vous avez sur cet axe le temps qui s'écoule dans l'univers, et puis sur la direction perpendiculaire, vous avez une direction d'espace, parce que c'était plus simple. Et la petite région en triangle, ça correspond à l'horizon de quelqu'un qui serait au milieu. Alors au début, l'univers était très dense et très chaud, ça vous avez certainement entendu parler, c'est le modèle standard du Big Bang. En expansion, vous avez un plasma de quarks, etc. Les électrons arrivent, les protons, toutes ces particules arrivent, et il arrive une transition, à peu près 400 000 ans après le Big Bang, où la température de l'univers est à peu près de 3000 Kelvin, Celsius, c'est pareil, où il y a une grosse transition qui fait passer l'univers juste avant d'un état opaque, avec des électrons d'un côté, des protons de l'autre, et plein d'autres choses, mais ce qui compte, c'est qu'il c'était un plasma, les électrons étaient libres, à un univers relativement brutalement transparent et neutre, c'est à peu près équivalent, où les électrons se sont recombinés aux protons pour former un atome d'hydrogène. Cette transition brusque, oui, assez brusque à l'échelle de l'univers, s'appelle recombinaison, parce qu'on recombine les électrons aux protons. Alors pourquoi c'est important? Parce que d'un seul coup, les photons qui étaient là-dedans, donc la lumière, c'était un milieu opaque, elle ne pouvait pas se balader. C'est comme dans un brouillard. Dans un brouillard, vous savez que la lumière ne se propage pas directement. Opaque ne veut pas dire noir. Donc dans un brouillard, c'est opaque. Un brouillard épais, c'est opaque, mais il fait clair, parce que votre lumière est diffusée par les particules, par les molécules d'eau. C'est de la diffusion Rayleigh, peu importe les termes scientifiques. Là, c'est la diffusion Thomson, c'est pas de la lumière visible et des particules d'eau, c'est des électrons et des photons. Diffusion Thomson, mais le principe est le même, c'est que votre libre parcours moyen, c'est-à-dire la distance que parcourt un photon, est très petite par rapport à la taille de l'horizon, à cause de la diffusion sur les électrons. Mais quand vous passez après la recombinaison, il n'y a plus d'électrons, la diffusion Thomson ne joue quasiment plus, et vos photons peuvent se balader librement ad vitam aeternam quasiment. Et ensuite, votre univers est toujours en expansion, et les structures se forment des galaxies jusqu'à aujourd'hui, avec plein de questions à chaque étape, évidemment. Mais la transition ici est importante parce qu'avant, on ne pourra jamais rien voir directement, parce que l'univers était opaque, alors qu'après, il est transparent. Et que sont devenus tous ces photons qui ont été libérés en quelque sorte de la matière à ce moment-là? Ils n'ont pas disparu. Ils ont été jetés dans la nature, dans un univers dorénavant transparent. Et bien, ces photons jetés dans la nature à cette époque-là, on les voit aujourd'hui, c'est le fond cosmologique. C'est ce qui baigne l'univers dans son entièreté et qui nous renseigne directement sur cette époque. 400 000 ans après le Big Bang, c'est pas beaucoup, c'est très très peu. C'est un redshift de 1000 à peu près par rapport à nous. Et donc, les cosmologistes étudient depuis plus de 40 ans ce rayonnement parce que c'est un peu la clé de la compréhension de l'univers relativement jeune. Voilà, le fond cosmologique est une très belle histoire. Alors, si vous l'observez comme Penzias et Wilson il y a 40 ans, voilà ce que vous observeriez. Je reprends la projection de tout à l'heure avec la galaxie qui serait ici, au milieu, et puis tout le ciel. Alors là, on n'a pas représenté la galaxie, parce qu'on la verrait. Mais ce qu'on mesure avec Penzias et Wilson et ce qu'on mesure nous avec nos étudiants, c'est ce rayonnement isotrope, c'est-à-dire le même en toutes les directions, d'une température équivalente à 3 degrés. Parce qu'on peut donner un rayonnement, l'équivalent d'une température. Un peu comme là, une lumière qui est ici, qui est blanche, elle aurait une température de 6000 Kelvin à peu près, comme le Soleil. Voilà. En gros, à une émission, on peut donner une température, pour simplifier. Pour ceux qui connaissent, c'est l'émission du corps noir. Donc, on voit un rayonnement homogène sur tout le ciel à 3 Kelvin.
3 Kelvin, c'est pas beaucoup, hein. Ça fait moins 270 degrés Celsius. À peu près, il y a des virgules, mais je ne les connais pas vraiment. C'est très très froid. Donc l'univers aujourd'hui est très froid, globalement, et homogène, en tout cas dans son rayonnement. Et c'est un parfait spectre de corps noir qui était prédit par la théorie. Alors on va zoomer sur cette image, non pas en position dans le ciel, mais on va zoomer en intensité. C'est-à-dire qu'on va regarder des petits détails en température. Là, vous voyez l'échelle à gauche, on est entre 10 microK et 3 Kelvin. Là, on va passer à, c'est là que je vais montrer, on va passer à 3 millikelvin. C'est-à-dire qu'entre ces deux images, on a zoomé d'un facteur à peu près 1000. Les détails que vous voyez là, entre le rouge et le bleu, c'est 1000 fois plus petit que ce qu'il y avait là. Donc c'est tout petit, 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 petit. Et on voit qu'il y a ce qu'on appelle un dipôle, c'est-à-dire une asymétrie 180 degrés. Je rappelle que ça, c'est tout le ciel. Il y a un coin plus chaud et un coin plus froid. On appelle le dipôle cosmologique, qui n'a rien à voir avec la cosmologie, qui a juste à voir avec un effet cinématique, tout bête, qui s'appelle l'effet Doppler. C'est l'effet Doppler de quoi? C'est notre galaxie et notre Terre qui est dans la galaxie. Vous savez que notre galaxie est un système spiral en rotation, donc il y a une vitesse de notre Soleil par rapport au fond cosmologique. Et bien on voit tout simplement là la vitesse de déplacement de notre Soleil dans la galaxie par rapport à ce fond cosmologique. Il n'y a aucune raison qu'on soit immobile par rapport à ce référentiel des fonds cosmologiques. De fait, on ne l'est pas. Donc c'est un effet tout bête de composition des vitesses qui fait que notre système solaire a un mouvement propre dans une galaxie. On serait dans une autre galaxie, le dipôle aurait une orientation différente et une intensité différente selon la vitesse de rotation dans la galaxie. Voilà. C'est quand même rigolo qu'en faisant de la cosmologie, on arrive à mesurer très précisément notre vitesse de rotation, chose que les gens qui étaient dans la galaxie essayaient de faire depuis longtemps. Donc ça, disons que pour la cosmologie, ça ne nous apprend pas grand-chose, mais ça nous gêne. Il faut le soustraire. Et dans toutes les données qu'on fait dans Planck, etc., on le soustrait. Je vais encore zoomer d'un facteur 1000 à peu près encore, voire 3000, et on obtient ça, cette image que vous connaissez probablement, des fluctuations de température du fond cosmologique. Donc là, on est à 10 microkelvin, donc à peu près 1 million, voilà, 3 millions de fois plus faible que la première image de tout à l'heure, que celle-là, en intensité. Donc ce sont des toutes petites variations. Alors je dis température, mais c'est l'intensité du rayonnement. Hein. Vous pourriez mettre des watts, ce serait pareil, hein. C'est une équivalence. Hein. Si les Kelvin vous embêtent, je sais que les étudiants, ça les perturbe, les Kelvin, quand on parle de rayonnement. Donc c'est peut-être pareil pour vous. Donc vous pourriez mettre watts ou je ne sais pas quoi, entre l'équivalence, c'est à peu près la même chose. Il y a des constantes fondamentales qui sont entre les deux. Constante de Planck notamment. Donc on voit des petites variations, toutes petites, et qui étaient en partie prévues par la théorie, et qui nous renseignent sur l'univers primordial juste avant cette recombinaison. Je vais revenir juste après. Avant de détailler cet aspect des fluctuations de température, j'aimerais être sûr qu'on comprenne tous de quoi il s'agit, en vous donnant une analogie. L'image que je vous ai montrée il y a un instant, donc qui est l'ovale, les petites variations de température, je peux la remettre sous forme de sphère, et c'est l'image qui est représentée ici à droite. Les fluctuations du fond cosmologique représentées comme la moitié d'un ciel. À gauche, j'ai représenté un objet que vous connaissez probablement un peu mieux que le fond cosmologique, on voit tous les jours, qui est le Soleil, pris par un astronome amateur, d'Orsay, Fabrice Noël, qui m'a gentiment donné cette image que j'ai un petit peu retraitée pour que ça ait une apparence à peu près équivalente. Donc vous voyez les filaments du Soleil, les protubérances, etc. Pourquoi j'ai montré ces deux images qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre? Le Soleil est une étoile toute proche de nous, à 8 minutes-lumière. Le fond cosmologique est la lumière de l'univers tout entier à 13,7 milliards d'années de nous, à peu près. Et bien en fait, c'est exactement la même physique. C'est pour ça que j'aime bien montrer ça, parce que toutes les équations qui régissent le rayonnement du Soleil et du fond cosmologique sont les mêmes. On appelle ça une surface de dernière diffusion. Sauf que dans le cas du Soleil, on est à l'extérieur de la surface de dernière diffusion, et dans le cas du CMB, du fond cosmologique, on est dans l'univers lui-même, on est dans la cavité. Mais le principe est le même. C'est quoi le principe? Le Soleil, c'est un plasma
un corps très chaud, très opaque, enfin opaque, disons, ça suffit. Parce que, étant très chaud, les électrons sont libres, en partie en tout cas, et donc la lumière ne peut pas se propager directement, parce que la lumière diffuse sur les électrons. J'ai peut-être oublié de le préciser tout à l'heure, si vous ne saviez pas, dès qu'un photon voit un électron, il se passe quelque chose, il va par la ligne droite, il interagit, sa diffusion Thomson. Donc votre photon, il arrive en ligne droite, il voit un électron, il est dévié, pour faire simple. Et donc, la lumière qui provient du centre du Soleil ne suit pas un parcours en ligne droite. Vous savez probablement que la lumière émise au centre du Soleil met à peu près 1 million d'années à sortir jusqu'à la surface. Pourquoi tant de temps? Parce que c'est tellement dense, tellement opaque, que la lumière est constamment diffusée, réémise, diffusée, etc. Et il faut beaucoup de temps avant d'accéder à la surface. C'est exactement comme l'univers avant les fameux 3000 Kelvin, avant la recombinaison, avant les 400 000 ans pratiquement. Tout pareil. Bon, la composition n'est pas exactement la même, la densité n'est pas exactement la même, bon, il y a des petites variations, mais le principe est exactement le même. Vous arrivez à la surface du Soleil, qu'est-ce qui se passe? La température chute, hein, parce que voilà, il se passe plein de choses, et à un moment, selon la longueur d'onde, la lumière peut se libérer parce que les électrons, il y en a un petit peu moins, enfin il y a des phénomènes un petit peu différents, mais bon, le principe est là, et vous voyez la lumière qui vous parvient que de la photosphère, ça s'appelle, c'est-à-dire de la surface du Soleil. On ne voit pas l'intérieur. C'est que la sismologie qui peut la sismologie stellaire, l'héliosismologie qui peut nous permettre de voir ce qu'il y a dans le Soleil. Vous avez peut-être eu des conférences sur l'héliosismologie ou l'astérosismologie, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont venus vous en parler, oui. Alors qu'est-ce qu'ils font? On en a aussi à Orsay, mais il y en a à Meudon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les vibrations physiques du Soleil, hein, parce qu'un plasma, c'est pas quelque chose de statique. Un plasma, c'est quelque chose qui oscille, enfin qui bouge, c'est un peu comme, je sais pas, comme un nuage, enfin, ça bouge. Et les forces de rappel, enfin les forces qui sont en jeu là-dedans, dépendent intimement de la pression, la température, la composition, la masse, enfin tous les paramètres physiques. Donc ce que font les gens du Soleil et des étoiles en général, ils étudient les vibrations. Alors ils ne peuvent pas les voir directement, les vibrations, mais avec la lumière, ils les voient. Parce que s'il y a vibration, dans un plasma, lumière et matière sont couplées, et ben ils observent les variations de luminosité et ils attribuent ça au mouvement de pression, pour faire simple. Et ils font ce qu'on appelle les spectres de puissance. Alors je ne vais pas dans le détail, je l'ai mis en petit à dessin, mais ils étudient comment l'énergie qui provient de l'étoile se répartit selon la taille angulaire. Parce que les petites tailles angulaires, ça veut dire que ce sont des modes qui se sont propagés juste à la surface, enfin des petits rebonds, alors que les modes qui sont très grands, les grandes longueurs d'onde, sont ceux qui sont passés proches du centre de l'étoile. C'est un peu comme une cloche, hein. La cloche, petite cloche son aigu, grosse cloche son grave. Bah, comme l'étoile, c'est une sorte d'énorme cloche, en fait vous avez plusieurs fréquences, c'est un peu comme un instrument de musique. Donc ils étudient la vibration de l'étoile et permettent de comprendre son intérieur. Nous, ce qu'on fait en cosmologie, c'est exactement pareil. On étudie les vibrations du plasma en étudiant la répartition, alors non pas temporelle, mais spatiale, des petits grumeaux. Qu'est-ce que nous disent ces petits grumeaux? Ça nous dit simplement, dans le fond cosmologique, que le plasma, donc l'univers jeune, n'était pas lisse et homogène. Il était en train de vibrer. On appelle la musique de l'univers, si vous voulez. Il y a la musique des étoiles, dont vous avez peut-être entendu parler avec les gens de Corot, de Kepler, ou que sais-je, d'hélio et d'astérosismologie. Nous, on fait de la musique de l'univers. Voilà, on étudie le violon cosmique, enfin, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, de l'univers lui-même, au moment où il y avait la recombinaison. Donc l'univers vibrait lui-même, et on étudie cette répartition en vibration. J'espère que c'est clair, hein, que vous avez à peu près compris l'idée. Alors, dans le détail, enfin, je ne vais jamais entrer dans le détail parce que ce n'est pas un cours, mais voilà une idée de ce qu'on fait vraiment. Juste une idée. On prend notre ciel, tel que mesuré, et on le décompose, ce qu'on appelle en harmonique sphérique, pour ceux qui connaissent, ou alors en mode de Fourier, pour ceux qui connaissent. Mais ceux qui ne connaissent pas, on définit juste des tailles de perturbations, des tailles de grumeaux, enfin de vibrations qu'on observe dans la répartition de la lumière. Vous voyez que ce gros trou bleu là, on le retrouve à peu près, alors ici à cette taille-là. Mais il y en a des plus petits. Alors les plus petits, on les décompose en plus petites parcelles.
et puis les très grosses, ça se répartissent comme ça. Donc on répartit toutes les inhomogénéités en taille. Donc ça s'appelle un mode de Fourier ou un mode L dans les harmoniques sphériques, c'est à peu près pareil. Ce qui compte, c'est qu'on se fiche de où ils se trouvent exactement, après, mais on va avoir leur taille. Donc, et puis ça va jusqu'à l'infini, en fait. Là, on commence à l'égal 2, mais ça va jusqu'à l'infini. Donc, grosse taille, moyenne taille, petite taille, ultra petite taille. On répartit le signal comme ça. Et si vous faites la somme de ça plus ça, vous retrouvez ça à la fin. Une sorte de décomposition mathématique, mais très utile. Alors, pourquoi on fait ça? Donc, c'est ici la description mathématique pour ceux qui connaissent. On transforme avec les harmoniques sphériques, les YLM, on met un coefficient dedans, et on dit que ce qu'on observe, la variation de température sur la température moyenne, c'est la somme de L égale 0 à l'infini. L, c'est la taille de tous ces modes-là, puis après chaque mode a plusieurs M, plusieurs positions, et bref, et on prend les coefficients, après on les met au carré et on les moyenne, c'est ce qu'on appelle un spectre de puissance. Et alors, on représente sous cette forme toute l'information synthétisée de la sorte. Qu'est-ce que ça représente? Sur l'axe du bas, ça représente la taille sur le ciel. Alors, je ne l'ai pas mis en haut, mais en gros, ici, ce sont les très grandes tailles sur le ciel, donc très grands angles. Et plus on va vers la droite, plus ce sont des petits angles. Tout petit, petit, petit. Voilà, donc, grands angles, petits angles. On appelle ça L, le multipôle angulaire. Et on dit combien il y a d'énergie, est-ce que c'est plus brillant ou pas à certains endroits dans le ciel. On fait ça pour des simulations, on fait ça pour les données, on compare et on prend le meilleur ajustement. Et grâce à ça, on obtient la composition de l'univers, telle que vous en avez peut-être entendu parler, à savoir à peu près 3/4 d'énergie sombre, 1/4 de matière noire et quelques pourcents de matière traditionnelle d'atome. Comment on arrive à faire ça? Quel est le lien qui manque entre ça et ça? Comme pour le Soleil, les vibrations de l'univers lui-même dépendent intimement de sa composition, de sa masse, du plasma qu'il y a en fait dedans. Et ce plasma, en cosmologie, c'est un petit peu différent de ce qui se passe dans les étoiles. Il y a de la matière noire, il y a de la matière traditionnelle, il y a d'autres constantes dans l'univers qu'on essaie d'ajuster, et tout ça se retrouve dans cette description statistique. Voilà. Donc j'ai passé 5-10 minutes là-dessus, parce que je pense que c'est important. Parfois les spectres de puissance que vous voyez, ou les images que vous voyez commencent à devenir des icônes, mais en fait il y a un vrai travail derrière d'analyse statistique très complexe, très lourd, mais qui est disons, fondé sur ce genre de raisonnement. J'espère vous avoir fait le senti ce soir. Pourquoi on le fait et pourquoi c'est justifié de le faire? Parce que ce plasma qui vibre dépend de la nature du plasma. Et nous, ce qu'on cherche, c'est comprendre la nature, la masse, disons, la fraction de matière noire, etc., etc. Alors grâce à ça, on arrive, et à d'autres choses, je ne vais pas forcément parler des amas de galaxies, etc., on arrive à avoir une carte d'identité de l'univers assez précise. On ne va pas lire tous les chiffres, je ne vais pas vous faire peur, mais on a la constante de Hubble qui détermine l'âge de l'univers, on a la densité en matière noire, la densité en atomes, etc., qu'on connaît avec une très très grande précision. Quelques pourcents, vous voyez peut-être pas les chiffres, mais donc la densité totale de l'univers exprimée dans une unité adéquate est bonne à 2% près ou quelque chose comme ça. Là aussi, quelques pourcents pour la constante de Hubble ou l'âge de l'univers. Donc moi, quand je faisais mes études il y a quelques années, on ne connaissait pas l'âge de l'univers à un facteur 2 près. Peut-être que certains s'en souviennent. Maintenant, grâce à ce genre d'analyse, et avec d'autres analyses, on arrive à connaître l'âge de l'univers à quelques pourcents près. C'est assez impressionnant. Grâce à ce genre d'analyse statistique sur l'univers lui-même. Donc il y a une vraie révolution, peut-être pas copernicienne, mais une vraie révolution dans le monde scientifique. On est passé de la cosmologie vraiment avec des gros facteurs 2, 3, etc., à une cosmologie dite de précision, où on arrive à mesurer les choses très finement pour une meilleure compréhension. Alors ça ne veut pas dire que tout est résolu. Par exemple, la matière noire dont je parlais, qui fait à peu près un petit quart de la densité d'énergie totale de l'univers, bon, c'est formidable, mais on ne sait juste pas ce que c'est. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a vu de matière noire? Levez la main. On ne sait pas ce que c'est la matière noire. On ne sait pas ce que c'est. C'est modérément prédit, voire pas du tout par le modèle standard de physique des particules. Les physiciens des particules courent après l'histoire
parce que la matière noire n'est pas prédite. Donc on rajoute de la supersymétrie, enfin on rajoute des paramètres, ça c'est facile, mais la matière noire est une grande énigme. Et vous avez vu donc Françoise Combe, qui a dû vous en parler de la matière noire, en des termes probablement très critiques, avec d'autres suggestions, notamment une théorie de la gravité modifiée, qui est effectivement une chose très élégante. Le seul truc qui, à ma connaissance, ne marche pas avec la modification de la gravité, c'est l'aspect cosmologique dont on parle. Parce que faire tourner des galaxies ou des amas de galaxies comme il faut en changeant la gravité, ça marche assez facilement, de ce que j'ai compris, je ne suis pas théoricien. Mais faire en sorte que dans le fond cosmologique, il y ait la bonne dose de fluctuation à l'échelle donnée, là, la modification de la gravité est beaucoup plus problématique. Donc, voilà. Donc il faut... c'est un problème ouvert, c'est un des grands problèmes d'aujourd'hui. En gros, il y a deux gros problèmes, c'est la matière noire et l'énergie noire. Donc là, j'ai présenté une image que vous avez peut-être vue déjà, qui représente la reconstitution du champ de densité de matière noire dans un tout petit champ, qui a été observé par le Hubble Space Telescope il y a quelques années, en mesurant les effets gravitationnels de cisaillement faibles, weak lensing, weak shear en anglais. Et donc ils ont reconstitué ça. Donc si on croit à la matière noire, c'est vraiment le champ de densité de matière noire. Si on n'y croit pas, c'est une cartographie de la modélisation de la gravité. En tout cas, il y a un effet qui est mesuré, qui est tangible. C'est juste l'origine qui est très mal comprise. Est-ce que c'est de la matière noire ou pas? Mais l'effet est là. Il n'y a aucune discussion sur la présence de l'effet. L'autre problème, c'est cette fameuse énergie sombre, qui fait à peu près les 3/4 de la densité d'énergie, c'est pas rien. Et pareil, on ne sait pas ce que c'est. Alors c'est mesuré par l'expansion accélérée de l'univers. C'est l'effet direct de l'expansion accélérée. Alors là, pareil, il y a eu des prix Nobel cette année.